à tous et bienvenue à ce webinaire d'actualité sociale. Je suis Géraldine Ratry, je suis responsable marketing chez QuickMS et je suis donc avec Fabrice et Coralie. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous. Coralie, à toi. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Coralie Letty, je fais partie de Capstan Avocat Marseille, puisque comme vous le savez très probablement déjà, on a 11 bureaux en France. Donc, mon lieu d'exercice, c'est Marseille, même si je suis amenée effectivement à évoluer sur tout le territoire national. Alors, en résumé, notre quotidien, c'est d'accompagner, de conseiller, de défendre devant toutes les juridictions en matière de droit du travail et la sécurité sociale, les entreprises, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le nombre de salariés. On a des clients abonnés qui ont un salarié, d'autres 1800. Donc, ça varie. Nos interventions sont diverses et variées en pratiquant que et exclusivement que le droit du travail. Voilà pour ma partie. Fabrice, si tu veux compléter. Alors, d'abord, bonjour effectivement à tous. Compléter en quelques mots. Donc, Capstan, effectivement, Coralie vous l'a dit, c'est un cabinet de spécialistes en droit du travail. Nous ne faisons que ça et que pour les entreprises. J'ajouterais juste qu'on fait notamment des audits d'acquisition en droit du travail, évidemment, pour vous aider à percevoir les difficultés liées à votre reprise et les anticiper. Et une information, une nouvelle, nous ouvrons un nouveau bureau qui, à partir de la semaine prochaine, vous accueillera à Toulon avec une nouvelle associée pour le diriger. Donc voilà, Capstan s'agrandit et nous passons donc de 11, comme vient de vous le dire Coralie, à 12 à partir de cette semaine. Voilà pour la news de Capstan. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Je fais un petit instant promo et après, promis, on attaque l'actualité sociale. QuickMS, on est une entreprise, on a été créé en 2018 et on a deux logiciels. Le premier qui s'appelle Graphique et qui est une BI RH et qui permet d'automatiser vos rapports légaux comme la BDESE, l'index, le bilan social, etc. Et on a un deuxième outil qui s'appelle Crew et qui permet de digitaliser l'expérience collaborateur et on a des modules entretien, formation, compétences, objectifs, etc. Allez, c'est terminé pour les instants promo. Vous connaissez les règles du jeu, je pense, pour la plupart, parce que les webinaires, vous devez connaître. En bas à droite, vous avez un chat, donc n'hésitez pas à nous faire coucou. On voit que ça bouge déjà un peu dans le chat. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet questions. Et si vous posez vos questions dans le chat, on y répond quand même. Et puis c'est parti. Je partage le support. On le voit. Est-ce que bon, allez, ben c'est parti. À qui la parole alors? Et je prends la parole. Je prends la parole pour vous parler de fusion. Une situation qui peut arriver, pas que dans les grands groupes d'ailleurs. On peut parfois être amené à faire des nettoyages, je dirais, dans les structures de société dont on dispose pour son activité. Il peut y avoir des fusions et cet arrêt porte sur un point particulier qui est la situation, enfin le traitement social de ces fusions. Une opération de fusion peut procéder à ce que l'on appelle la mise en cause d'un accord collectif, c'est-à-dire que les accords collectifs de la société fusionnée, absorbée ou des sociétés absorbées, eh bien, ils vont être mis en cause. Et donc, il y a des questions de statut social des salariés qu'il faut revoir. Le Code du travail traite de ces questions et le traite notamment dans un article L 2261-14 et L 2261-14-2. Alors, globalement, cet arrêt, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler un petit peu ces règles qu'il ne faut surtout pas oublier. Par exemple, lorsque vous voulez acheter une société, je vous ai dit tout à l'heure que l'on faisait des audits, il faut vous dire que si après votre achat, vous voulez fusionner, vous êtes susceptible d'être confronté à ce type de situation. Le Code du travail, donc je le disais, prévoit, je dirais, deux possibilités. Il y a la possibilité assez classique. La situation de fusion intervient, elle met en cause les accords d'entreprise dans les sociétés absorbées et le Code du travail prévoit donc une procédure de survie de ces accords avec une obligation dans les 3 mois de la mise en cause de négocier ce qu'on appelle un accord de substitution pour prévoir et organiser entre les partenaires sociaux ce que deviennent les droits des salariés à la suite de cette mise en cause des accords préexistants. Et si dans les 3 mois, il n'y a pas de nouvel accord de substitution de créer, il y a une survie des anciens accords pendant 12 mois, puis ensuite un maintien, une règle de maintien et de garantie de rémunération.
Mais le Code du travail, on l'oublie parfois, prévoit un deuxième volet. C'est l'article 2261-14-2 qui permet de négocier en amont de l'opération de fusion, mais dans un cas où toutes les parties à la fusion, en fait, c'est le même employeur. Pour faire court et sans entrer dans les détails juridiques, c'est ça l'idée. Donc, ce Code du travail nous permet cette négociation, mais par contre, elle est encadrée et la durée de cet accord ou de l'accord issu de ces négociations est limitée par le Code du travail à 3 ans. C'est le sujet de cet arrêt. Dans cet arrêt, il y avait donc une opération de fusion, enfin plus précisément, il y avait d'abord eu un accord signé en 2017 sur la poursuite de négociations collectives, puis la fusion en 2018, et en 2021, donc après la fusion, un accord a été signé décidant la poursuite d'accords préexistants à la fusion pour une certaine durée, tout cela dépassant 3 ans, puisque ça venait prolonger des accords antérieurs à la fusion. Et ça allait porter jusqu'au 31 décembre 2022. Un des syndicats en était mécontent et a donc saisi le juge en disant « cet accord signé en 2021, donc après la fusion, n'est pas un accord au titre de l'article 2261-14-2, ou plus précisément, ne respecte pas les règles de l'article 2261-14-2, en allant au-delà de la durée de 3 ans. Donc, cet accord n'a aucune valeur juridique. Il doit être annulé. » Le débat était donc de savoir quelle était la nature juridique de cet accord. Donc, est-ce qu'un accord qui, pour le coup, est conclu, je le rappelle quand même, après la fusion, alors que cet accord 2261-14-2 porte sur des accords en principe conclus avant la fusion, bien quelle est sa valeur juridique, et est-ce qu'il doit être annulé au prétexte qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte? La Cour de cassation va répondre par la négative, en confirmant l'analyse des juges de cour d'appel et en disant que cet accord n'est pas un accord au titre de 2261-14-2, et d'ailleurs donc il a été signé après la fusion, et c'est pas au prétexte qu'il va prolonger des accords préexistants qu'il doit être confondu avec un accord au titre de 2261-14-2. Dès lors, la durée maximale de 3 ans n'était pas opposable, et donc dans cette affaire, la demande du syndicat a été rejetée, cet accord n'est pas nul. Alors, c'est un peu technique tout ce que je viens de vous expliquer. Je pense que cet arrêt est surtout pour nous l'occasion de vous rappeler ces règles légales applicables en cas d'opération de fusion. Donc, je le rappelle, il y a 2 tiroirs. Premier tiroir, on attend l'opération, les accords collectifs sont mis en cause et vous devez entrer en négociation. Sinon, il y a survie des anciens accords pendant 12 mois, plus le 3 mois, donc 15 mois au total, avant des règles de garantie de rémunération. Ou vous pouvez l'anticiper dans certains cas, mais dans certains cas seulement, en créant un accord, en concluant un accord avant l'opération de fusion. Mais par contre, attention alors, cet accord de substitution n'aura qu'une durée de 3 ans. Cet arrêt est un cas particulier où on va écarter la qualification d'accord de substitution pour un accord qui a été conclu après. Et d'ailleurs, on peut en tirer que rien n'interdit aux parties de prolonger la vie des accords, ça n'est pas pour autant un accord au titre du 2274-2. Donc voilà, surtout un arrêt qui a le mérite de remettre en lumière, et donc pour nous de vous en parler, ces règles du Code du travail autour du statut social et des accords d'entreprise et de leur mise en cause lors d'opérations de fusion entre sociétés. Est-ce qu'il y a des questions sur cet arrêt et sur ce sujet ? Alors, non, a priori, il n'y a pas de... Ah, si, ça a écrit, mais... attendre peut-être quelques secondes. Non, c'était très clair. Eh bien, c'est bon. Eh bien, Coralie, c'est à toi. C'était pas gagné. Allez, ça marche. On passe au sujet suivant. Allez, Coralie, je te laisse la main. Deuxième sujet sous le feu des projecteurs en ce moment, c'est la discrimination. Alors, dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle le mécanisme probatoire, tout en ajoutant, en ponctuant avec une petite nouveauté qui s'inscrit en la faveur du salarié. Alors, je m'explique. Dans le régime légal
probatoire, il y a 2 étapes. La première, on dit toujours qu'en cas de contentieux, il appartient d'abord au salarié qui s'estime victime de présenter un certain nombre d'éléments de fait, laissant supposer l'existence d'une discrimination dite directe ou indirecte. Pour cela, en pratique, on invite toujours le salarié à rassembler ce qu'on appelle un faisceau d'indices qui convergent et qui soit de nature à laisser supposer cette discrimination. Et en réponse, effectivement, c'est ensuite à l'employeur de prouver que les agissements dont dont fait état le salarié sont justifiés par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination. Alors, quand je préparais le webinaire, je regardais un petit peu dans les actualités quel type de faits pouvait revenir en termes de caractérisation de discrimination. Donc, la Cour de cassation a récemment jugé comme étant suffisant sur l'aspect du faisceau d'indices promu par le salarié, le fait, par exemple, que le coefficient d'un ouvrier n'ait pas évolué depuis sa désignation comme délégué syndical. Dans ce cas-là, précisément, le salarié avait été désigné comme délégué syndical 12 ans plus tôt et il était le seul de sa catégorie à être dans cette situation et donc à ne pas avoir eu d'évolution de son coefficient. Autre exemple, le fait que le salarié ait pu se trouver dans le cas il était l'un des seuls collaborateurs de l'entreprise à être rémunéré en dessous des minima conventionnels et il n'avait bénéficié ni d'entretien annuel d'évaluation, ni d'une quelconque formation en 13 ans d'ancienneté. Autre et dernière illustration, le fait pour une salariée titulaire d'un diplôme étranger, laquelle n'avait pas bénéficié de classification professionnelle à laquelle elle pouvait prétendre depuis son embauche, au motif qu'elle ne possédait ni un diplôme français, ni une expérience professionnelle en France. Bon, avec ce régime probatoire, on ne sait plus trop comment jauger, si le salarié fournit suffisamment d'éléments ou pas, les indices, comme bien souvent on le retrouve dans la rédaction des arrêts, eh bien, on ne s'écarte pas de ce régime. D'abord, c'est au salarié de présenter les éléments. Ensuite, c'est au juge de la charge de rechercher si l'employeur prouve que les agissements sont justifiés par les éléments objectifs étrangers à la discrimination. Mais, avec cet arrêt, une précision est ajoutée puisque la Cour de cassation nous dit explicitement, effectivement, dans cette recherche pour caractériser ou pas cette discrimination, la Cour de casse nous dit le juge doit rechercher si l'employeur prouve que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers, même si le salarié ne fait mention d'aucune mesure discriminatoire à proprement parler. Alors franchement, quand on lit ça, on se dit mais qu'est-ce que ça peut bien signifier? Puisque censément, c'est quand même au salarié de venir circonstancier, de venir expliciter en quoi, selon lui, il subit une discrimination. Alors, pour être un peu plus factuel, ici, dans cet arrêt, il s'agissait d'un salarié qui avait été engagé en qualité d'agent de sécurité. Il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail et donc, par votre conséquence, il avait saisi le conseil de prud'homme en sollicitant que la rupture de son contrat produise les effets d'un licenciement nul. Il soutenait effectivement avoir fait l'objet d'une discrimination en se basant sur l'écrit qu'il avait fait parvenir à son employeur, dans lequel écrit, il s'était plaint d'avoir fait l'objet de propos racistes tenus depuis des mois par ses supérieurs hiérarchiques sur son lieu de travail. Il soutenait encore que l'un d'entre eux saluait tout le monde sauf lui, et il se plaignait encore d'avoir été convoqué par le coordinateur et le chef de secteur pour s'être vu reprocher une relation amoureuse avec une autre salariée. La Cour d'appel ne retient pas ce motif. Au revoir, merci, il n'y a pas de discrimination. Là où, à l'inverse, la Cour de cassation vient nous ajouter cette petite précision qui ne nous arrange pas, nous, côté employeur. La Cour de cassation dit « Ah non, je ne suis pas d'accord avec vous, juge du fond. Il s'agissait d'éléments de faits relatifs à des agissements discriminatoires en raison de l'origine. » Alors, bon, ce qui est un peu pénible dans ce genre de situation, quand nous, on lit les arrêts, c'est qu'on n'a pas plus d'informations, ce qui est logique, sinon les arrêts feraient 40 pages. Mais quand on fait allusion à cet élément d'origine,
Ben, nous, ici, on ne le sait pas, puisque cet écrit n'est pas plus explicité que ça. Mais en tout cas, il faut considérer que, écrit de cette manière-là, propos racistes à son endroit tenu depuis des mois par des supérieurs hiérarchiques dont l'un qui ne le calcule pas le matin, ça peut être fait considéré comme suffisant. Dans le cadre de son pourvoi en cassation, effectivement, le salarié avait rappelé le principe selon lequel il ne peut se prévaloir à ce stade dans sa partie que d'indices. Il doit seulement faire état d'éléments qui laissent supposer l'existence d'une discrimination. Et la Cour d'appel, pour le débouté, avait considéré que le salarié n'avait justement fait aucune mention très claire de quelle mesure discriminatoire il aurait été victime. Bon, moi j'aurais eu tendance à suivre la Cour d'appel. Vous allez me dire, mais je suis côté employeur, forcément. Mais alors, si on pousse un peu, quelle est la réponse de la Cour de cassation? La réponse de la Cour de casse, c'est la suivante. Elle dit, vous, juge du fond, finalement, vous n'êtes pas allé au bout de votre travail d'appréciation, d'analyse et de recherche. Et elle dit, la Cour d'appel avait constaté pourtant que le salarié avait écrit à son employeur pour se plaindre de ces faits-là, que l'employeur n'avait aucunement apporté de réponse. Autrement dit, ce qu'il résulte de ça, c'est que le salarié présentait, selon la chambre sociale, des éléments de fait suffisants et qui laisse donc supposer l'existence d'agissements discriminatoires. Voilà l'apport de cet arrêt. Alors, juste en m'écartant de cette précision-là, mais tout en restant dans la thématique de la discrimination, je vous renvoie à la lecture d'une décision qui date du 3 octobre 2024. Je vais vous mettre le numéro de pourvoi. Dans cet arrêt, ce qui est intéressant, c'est finalement comment rapporter la preuve par le salarié ou comment contourner les choses quand le salarié demande une communication, parfois sous astreinte à l'employeur, pour pouvoir démontrer justement qu'il subissait une discrimination, notamment par exemple en matière d'égalité de traitement, d'égalité de salaire. La question, elle est tournée dans cet arrêt plus de la discrimination, le droit à la preuve et cette lecture qu'on doit avoir sous l'égide du RGPD. Dans cet arrêt, finalement, la question qui se pose, c'est est-ce que la demande de communication de documents qui comportent des données personnelles telles que les bulletins de paie pour établir une discrimination est licite au regard du RGPD et quel est le rôle du juge judiciaire? Dans cet arrêt du 3 octobre 2024, la Cour de cassation délivre un mode d'emploi très précis en considérant et en disant très clairement qu'il appartient au juge d'abord de rechercher si la communication est effectivement nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée. Ensuite, de cantonner aux besoins d'office, ce qui n'est pas inintéressant, de cantonner aux besoins d'office le périmètre de la production et de veiller au principe de minimisation des données personnelles posées par le RGPD. Autrement dit, au besoin de restreindre les données qui seront communiquées en occultant toutes celles qui ne sont pas indispensables à l'exercice du droit à la preuve. Donc voilà, j'en ai profité pour balayer un petit peu toutes les dernières et les récentes décisions parce qu'elles sont à prendre effectivement à vif pour pouvoir réagir si demain vous rencontriez une situation de cette nature. Donc répondre naturellement aux salariés et être en capacité de s'y incontentionner, de prendre un petit peu les choses sous l'angle du droit à la preuve mis en lumière avec le RGPD. Voilà. Alors, je vois qu'il y a une question. Si j'ai bien compris, le salarié qui s'estime discriminé doit apporter des éléments de fait laissant penser qu'il y aurait discrimination et la charge de la preuve de non-discrimination. Tout à fait. Le régime probatoire reste le même. Simplement, la Cour de cassation vient dire que le salarié n'a pas l'obligation de faire d'autres mentions pour dire de quelle mesure discriminatoire il s'agit. À partir du moment où il écrit en disant « Voilà, moi, j'estime que la situation que je rencontre avec les propos racistes ou le fait qu'un supérieur pendant des mois ne me dise pas bonjour là où il dit bonjour à tous les autres, ben moi, salarié, j'estime que ce sont des éléments suffisants. À vous, employeur, de démontrer qu'au contraire, ce n'est pas une mesure discriminatoire. » Ben voilà, cet arrêt, effectivement, nous écarte de cette nature-là. Et on nous rappelle en tout cas qu'il doit s'agir d'éléments de faisceau d'indices. Et ensuite, c'est à nous de démontrer que
il n'y a pas lieu à qualifier une discrimination. C'est bien ça. Top, merci. Ben, merci pour tous ces compléments d'information. Fabrice, du coup, je te laisse prendre le relais. Je prends le relais sur un sujet totalement différent de ce sujet qui nous laisse apparaître comme souvent en droit du travail, parce que c'est d'autres cas où la charge de la preuve est déséquilibrée en droit du travail, et ça n'est pas surprenant. C'est comme ça pour beaucoup de sujets. Je pense aux heures supplémentaires, par exemple. Alors moi, un tout autre sujet sur la qualification de contrat de travail pour un dirigeant. Cet arrêt, vous allez le voir, il a une particularité et je dirais une dimension européenne. Je vais m'expliquer. Néanmoins, il est quand même intéressant, et c'est pour ça qu'on a voulu le mettre en avant, parce que il est l'occasion, un peu comme le premier arrêt que j'ai présenté, de rappeler certains principes, et dans une situation qui se retrouve pas si rarement que ça, lorsqu'effectivement on a un dirigeant qui est remercié par ses actionnaires, et qui viennent parfois, souvent, essayer d'utiliser le droit du travail pour obtenir une indemnisation qu'il n'aurait pas eue par le biais du droit des sociétés et en sa qualité de dirigeant et de mandataire social. Dans cette affaire, c'est exactement ce qu'a tenté de faire un dirigeant d'une société transnationale, qui n'était pas qu'en France, où ce dirigeant, qui a commencé par un contrat de travail, qui a été un salarié pendant de nombreuses années, a fini par atteindre la direction générale de l'entreprise, mais pour cela, eh bien, son contrat de travail a cessé et il est devenu président-directeur général de la société mère du groupe qui se situait aux Pays-Bas. Et dans ce cadre-là, est signé un document que les parties ont appelé un board agreement, vous apprécierez mon accent anglais, et ce document-là avait comme vocation d'encadrer le mandat donné à ce dirigeant et les modalités de ses fonctions de directeur exécutif. Pour le coup, je ne vous le dirai pas en anglais. Puis, au bout de quelques années, ce dirigeant a été remercié et les actionnaires ont décidé de son départ et on lui a retiré l'ensemble de ses mandats. Il saisit le Conseil de prud'homme, donc en France, pour voir qualifier la relation de contrat de travail avec la société mère aux Pays-Bas. Le premier juge, et en tout cas la Cour d'appel, déclare l'incompétence de la juridiction prud'homale française au profit des juridictions néerlandaises. Et là-dessus, le dirigeant se pourvoit en cassation. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails des moyens du pourvoi, mais globalement, l'idée c'était de dire, vous, juge français, vous avez la responsabilité de requalifier une relation en regard du droit national français, et donc ici de constater que cette relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail, et il développait une série d'arguments tendant globalement à dire qu'il y avait un certain contrôle sur son travail, que donc il était subordonné, et que donc aux actionnaires, et que donc sa relation de travail devait être considérée comme un contrat de travail dont il demandait évidemment une indemnisation pour la rupture. Puisque c'était ça évidemment le but, demander des dommages à intérêts. Donc la question qui se pose à la Cour de cassation, c'est de savoir si cette relation devait être ou pas requalifiée en contrat de travail. Et la Cour de cassation va tirer un raisonnement de la dimension européenne de cette situation. Alors certes, elle ne se retrouvera pas dans tous les dossiers, mais elle est néanmoins intéressante. J'y viens parce que je pense que c'est une grille de lecture qu'on peut garder. La Cour va jusqu'à évoquer un arrêt de la CJUE du 10 septembre 2015, donc de la jurisprudence européenne, un arrêt qui rappelle qu'il y a un règlement au niveau européen. Donc je rappelle qu'un règlement à la différence d'une directive européenne et d'application immédiate. La directive doit être transposée en droit national. Le règlement est d'application immédiate. Donc un règlement européen qui donc s'applique partout dans l'Union, qui définit la notion de contrat individuel de travail, enfin en disant que ce règlement ne définit ni la notion de contrat individuel de travail, ni celle de travailleur. Pourquoi la Cour de cassation part de là? Parce que donc il y a une situation transnationale et elle dit
ce n'est pas au regard du droit franco-français que je dois l'analyser. Je dois l'analyser au niveau du règlement européen. Et ce règlement européen ne définit pas cette notion de contrat de travail indépendant ni de travailleur. Premier élément du raisonnement. Deuxième élément du raisonnement, la Cour va valider le raisonnement de la Cour d'appel, la Cour de cassation va valider le raisonnement de la Cour d'appel, indiquant que, en l'occurrence, il ressortait du dossier, je synthétise évidemment, que la personne en question avait un pouvoir de contrôle autonome, je cite, sur la gestion quotidienne des affaires de la société, ainsi que sur l'exercice de ses propres fonctions. C'est-à-dire qu'en clair, il y avait personne au-dessus de lui pour lui donner des instructions et dire si ce qu'il faisait était bien ou mal. Et de là, la Cour de cassation donc valide le raisonnement de la Cour d'appel qui a fait ressortir, par le biais de ce contrôle sur l'autonomie, sur la gestion quotidienne, la capacité d'influence sur le conseil d'administration de la part de cette personne, que ça ne pouvait pas être qualifié en contrat de travail. Alors c'est là où je dis, certes, cet arrêt est particulier parce qu'il y a une dimension transnationale et on part du droit européen. Néanmoins, on part d'un règlement européen qui est donc d'application directe en France. Donc c'est un raisonnement qu'on peut appliquer en France. Et dans ce raisonnement, ce que fait la Cour de cassation d'ailleurs, dans ce raisonnement, il y a ces notions de contrôle autonome sur la gestion quotidienne des affaires de la société et sur l'exercice de ses propres fonctions qui me paraît à retenir. Concrètement donc, on peut considérer que dès lors que dans un dossier, il ressort qu'une personne a un pouvoir total de direction sur la gestion quotidienne des affaires d'une société et sur son propre travail, il ne peut pas être considéré comme salarié, puisque je le rappelle, le critère, là pour le coup en droit français, du contrat de travail, c'est le lien de subordination, et à défaut de lien de subordination avec la personne de l'employeur, c'est-à-dire la société, il ne peut pas y avoir de contrat de travail. Donc, malgré cette dimension transnationale, cette référence au droit européen qui, au demeurant, comme je viens de le dire, s'applique en France, cet arrêt, c'est quand même un exemple de ce raisonnement où finalement on vient constater ici, même si on utilise une terminologie un petit peu différente et d'inspiration européenne, on vient rappeler que le lien de subordination, c'est quand même le critère du contrat de travail. Donc, arrêt intéressant à retenir, arrêt récent, intéressant à retenir, qui est de nature à être appliqué dans plein de situations où effectivement, parfois, après coup, un dirigeant vient demander la requalification. Là, c'était le président. En pratique, on voit par exemple souvent des directeurs généraux de SAS qui sont mandataires sociaux et qui, lorsqu'on leur demande de partir, viennent essayer d'utiliser le droit du travail pour obtenir une indemnisation. Ce type d'arrêt peut être une inspiration pour un argumentaire si on peut démontrer à leur égard qu'ils avaient un contrôle autonome sur la gestion des affaires de l'entreprise, sur leurs propres fonctions, et donc qui n'étaient pas en lien de subordination avec la société. Voilà pour cet arrêt. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ? Alors, je vois que ça écrit dans le chat, mais pour l'instant, il n'y a pas de questions. On va peut-être attendre juste quelques secondes avant de passer à celui d'après. Pour pas... Suspense. Suspense. C'est intolérable. Tic-tac. Bon, on passe après, et puis voilà. Alors, et pour les entreprises ayant un conseil d'administration qui donne souvent les grandes tendances stratégiques. Alors, vous avez compris que c'est une analyse factuelle qui a été quand même opérée. La Cour de cassation vient valider l'analyse des juges du fond, mais les juges du fond ont fait une analyse factuelle et ont constaté ici effectivement une totale autonomie. Alors, pour autant, chacun dans son rôle. C'est-à-dire que le conseil d'administration administre, c'est normal. C'est, à mon sens, pas forcément pour ça, mais parce qu'il va arrêter des tendances stratégiques, que le dirigeant n'est pas un dirigeant au sens droit de la société et est susceptible d'être requalifié en salarié. Dès lors que ce dirigeant, une fois qu'il a les tendances stratégiques, c'est toujours le cas, les actionnaires donnent en général les tendances stratégiques, lui en fait son affaire, et les met en pratique. Je rappelle la notion contrôle autonome sur la gestion quotidienne des affaires de la société. Donc, effectivement, on peut tout à fait imaginer
que c'est pas parce qu'un conseil d'administration donne des tendances stratégiques ou dit voilà, je veux qu'on aille dans cette direction, qu'il y aurait contrat de travail sous ce prétexte-là, dès lors que pour la gestion quotidienne, le dirigeant reste autonome. Bon, mais après, effectivement, il faut faire cette analyse concrète. Voilà. Ça marche. Eh ben, merci Fabrice pour ces détails. Allez, on passe à l'arrêt suivant. Du coup, là, c'est la bonne slide. Coralie, c'est à toi. Allez, parlons action syndicat. Donc, tout est dans le titre, j'ai envie de dire. C'est souvent le cas de figure dans lequel on se retrouve quand il y a une action diligentée par un syndicat. C'est que peut-il demander en justice? Quel est le contour de la recevabilité de sa requête et jusqu'où peut-il formaliser des demandes quand il agit au nom de la défense de l'intérêt collectif d'une profession. Alors, je disais que tout est dans le titre parce qu'effectivement, on va le voir à travers cet arrêt. La réponse ici formée par la Cour de cassation est la suivante. Le syndicat peut effectivement demander l'application régulière d'un accord collectif, comme c'est le cas ici. Par contre, il ne peut pas solliciter la régularisation de la situation individuelle des salariés. Autrement dit, c'est à chaque salarié qui est concerné par la situation, c'est à lui d'agir en justice directement pour en tirer toutes les conséquences de droit pour régulariser sa propre situation. Alors, en ce qui concerne les faits, ici, la société Air France est impliquée. La société Air France avait conclu, il y a quelques années de ça, en 2013, avec l'un des syndicats de l'entreprise, un accord collectif qui prévoyait un gel de l'évolution de carrière pour le personnel de navigation commerciale. Donc, ce gel devait porter sur une période de 3 ans. À l'issue de cette période de 3 ans, le syndicat lui considérait que chaque salarié concerné aurait dû être repositionné à l'échelon dans lequel il aurait dû se trouver si le gel n'avait pas eu lieu. Ce que l'employeur, vous vous doutez bien, Air France a refusé de faire. Le syndicat, estimant que l'employeur violait les dispositions de cet accord collectif, a agi en justice, a saisi le juge judiciaire afin de faire valoir donc son interprétation de l'accord. Et en ce sens, ses demandes étaient les suivantes. Le syndicat a sollicité qu'il soit enjoint à l'employeur de respecter les dispositions conventionnelles et de mettre fin à l'avenir à cette irrégularité constatée. Il demandait encore d'obtenir la réparation du préjudice subi en raison de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Et en dernier lieu, il demandait qu'il soit ordonné à la société Air France de repositionner les salariés concernés à compter donc de cette période de 3 ans au niveau de l'échelon qui correspondait à leur ancienneté. Vous l'avez compris, tout le débat, c'était de savoir si finalement cette dernière demande pouvait être reçue et pouvait être effectivement portée par le syndicat en justice. Les juges du fond ont fait droit à toutes les demandes du syndicat, y compris à la dernière. La Cour d'appel, effectivement, considérait que la régularisation de la situation individuelle des salariés pouvait être, dans ce cas de figure, admise. La Cour d'appel avait jugé que le syndicat pouvait demander au juge judiciaire, donc, de tirer toutes les conséquences de cette violation par l'employeur d'un accord collectif. Alors, si, pour le coup, la Cour de cassation valide la possibilité pour le syndicat de solliciter l'application régulière de l'accord, ou encore de mettre fin à cette irrégularité, comme c'était le cas ici pour l'avenir, et d'obtenir en conséquence des dommages et intérêts en raison du préjudice subi, la Cour de cassation vient mettre une limitation en disant et en refusant au syndicat la possibilité de solliciter lui-même le repositionnement des salariés concernés. Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle donc le contour de ce que peut demander le syndicat en justice. Elle rappelle qu'un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité. Par contre, elle ne peut pas solliciter l'injonction d'enjoindre à l'employeur de mettre fin à l'avenir de cette irrégularité au cas par cas pour tous les salariés concernés.
Voilà, somme toute, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qui se pratique habituellement, mais c'est encore l'illustration ici de ce que les syndicats tentent de manière assez large d'outrepasser donc les prétentions et les demandes qui sont formulées en justice, mais encore une fois, un arrêt très récent qui vous permettra, si demain vous rencontrez cette situation, de pouvoir l'invoquer. Voilà pour cet arrêt. Eh bien, merci beaucoup. Il n'y a pas eu de questions, donc ça devait être super clair. Fabrice, je te laisse la main. Alors, je vais essayer pour ma dernière intervention d'être au moins aussi clair. On parle cette fois de CSE et plus précisément du droit pour les représentants du personnel de prendre attache avec les salariés. Vous le savez, c'est une règle générale, les représentants du personnel, délégués syndicaux notamment, ont le droit de circuler dans l'entreprise et de prendre attache pour l'exercice de leur mandat avec les salariés de manière individuelle. Sur le principe, pas de débat. Dans le cas particulier de cet arrêt, la question se posait finalement de déterminer jusqu'où ça va, ce droit-là, et est-ce que l'employeur avait commis un délit d'entrave à l'exercice de ce droit. En l'espèce, on parle d'une entreprise qui intervient sur des sites clients, sur de nombreux sites, et où le CSE avait donc sollicité la liste nominative des salariés par site client et par lieu d'intervention. L'employeur a refusé. Il y a donc eu un débat porté devant le juge par le CSE en disant « c'est une entrave à mon droit de prendre contact avec les salariés ». La Cour de cassation va écarter la demande du CSE en constatant et en suivant les arguments de l'employeur qui disait il n'y a aucune disposition légale qui impose à l'employeur de transmettre aux membres du CSE la liste nominative des salariés affectés sur chacun des sites d'entreprise cliente. Effectivement, il n'y a aucune disposition légale de cette nature. La Cour de cassation donne donc raison à l'employeur en disant il n'y a absolument pas de trouble manifestement illicite, puisqu'on était en matière de référé. Le CSE avait dit en référé, il y a un trouble manifestement illicite à me refuser cette communication d'information. Donc, il n'y a pas de trouble manifestement illicite dans le refus de l'employeur de communiquer cette liste nominative. Il y a quand même un élément qu'il faut noter, c'est que la Cour de cassation considère cela dans un cas, et elle le dit, dans lequel, néanmoins, le CSE avait les moyens de prendre contact individuellement avec les salariés, et en particulier, avait la messagerie professionnelle de chaque salarié. C'est important de le noter, parce que qu'est-ce qu'à mon avis on peut tirer de cet arrêt ? D'abord, première grille de lecture, cette demande-là est écartée, donc non, il n'y a pas d'obligation pour l'employeur de transmettre une liste nominative, en l'occurrence des salariés et de leur lieu d'intervention, mais donc une liste nominative des salariés dans l'entreprise. Par contre, il y a quand même une réserve, la Cour de cassation semble quand même faire attention à l'effectivité de l'exercice du droit du CSE. Il a quand même le droit à prendre attache. Et pour que cette effectivité existe, en l'occurrence, il est relevé que le CSE disposait des messageries professionnelles, pas personnelles, professionnelles des salariés, et donc, concrètement, pouvait rentrer en contact avec les salariés de telle sorte qu'il n'y avait donc pas de délit d'entrave de la part de l'employeur. Mais donc, c'est quand même sous cette réserve-là que l'action du CSE a été rejetée. Donc voilà pour cet arrêt. Il est à la fois typique, c'est-à-dire purement factuel. C'est vrai que c'est pas dans toutes les entreprises que le CSE demande une liste des salariés. Mais en même temps, qui nous éclaire sur la grille de lecture de la Cour de cassation. Donc, oui, vous pourriez refuser, si vous aviez ce type de question, une liste nominative des salariés en disant « je n'ai pas l'obligation ». Néanmoins, il vous appartient quand même en tant qu'employeur de permettre au CSE d'avoir les informations utiles, et là en l'occurrence les adresses de messagerie professionnelle, pour être en capacité de rentrer en contact individuellement avec les salariés. Voilà pour cet arrêt de la Cour de cassation. Eh ben, merci beaucoup Fabrice. Il n'y a pas de questions. Allez, Coralie, c'est à toi. Le dernier pour la route. Alors,
C'est un arrêt du 27 novembre 2024, donc hyper récent, parlant mandat extérieur, lorsque le salarié est protégé, fait l'objet de plusieurs entretiens qui sont préalables au licenciement. Finalement, quid de la date à retenir pour déterminer si l'employeur savait ou non l'existence de ce mandat, ici en qualité de conseiller, pour savoir si finalement il y avait lieu ou pas, s'il y a une faute ou pas, pour ne pas avoir demandé l'autorisation de l'inspection du travail pour le licencier. Alors, s'agissant des faits, ici, le salarié avait été convoqué à un entretien préalable, donc entendu sous entretien légal, donc à un éventuel licenciement. Et postérieurement à cet entretien légal, il avait été reçu en conseil de discipline. Donc, ça fait entretien préalable, tenue du conseil de discipline, licenciement. Et en fait, le salarié avait saisi la juridiction donc prud'homale en référé afin qu'il soit ordonné sa réintégration sur le fondement, là ici encore, d'un trouble manifestement illicite. Il soutenait que son employeur avait reçu l'information de sa qualité de conseiller, non pas du coup durant le premier entretien, mais dans le cadre du dernier entretien, c'est-à-dire dans le cadre de la tenue du conseil de discipline qui entretien est prévu par la convention collective, applicable naturellement. Et que par conséquent, il aurait donc dû solliciter l'autorisation de l'inspection du travail pour le licencier, ce que l'employeur n'a pas fait. Les juges du fond lui donnent raison. L'employeur forme un pourvoi en cassation en invoquant le fait que ça ne peut pas être considéré comme un trouble manifestement illicite. Le licenciement qui a été notifié au salarié sans saisine de l'inspection du travail, dès lors qu'à la date de l'entretien préalable, sous-entendant l'entretien légal, il n'avait pas cette information de cette existence du mandat de conseiller du salarié. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Finalement, la question qui se pose, c'est plutôt celle de savoir, du coup, que faut-il entendre par entretien préalable? Est-ce que l'information doit nécessairement être transmise par le salarié à l'employeur avant l'entretien légal? Ou c'est plutôt, comme la Cour de cassation le retient ici, bon, finalement, on donne la réponse, c'est que l'information doit être communiquée au plus tard, à la fin, avant le dernier entretien. Donc, si on reprend un petit peu les dispositions légales, on sait que l'entretien préalable du licenciement à prendre en compte pour appliquer ou non le statut protecteur n'est pas forcément l'entretien légal prévu à l'article L1232-2. La Cour de cassation rappelle donc qu'il résulte des articles suivants du Code du travail que le licenciement du conseiller ou salarié ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspection du travail. Il en résulte donc qu'un employeur qui est informé de l'existence d'un mandat extérieur du salarié, au plus tard lors du dernier entretien, donc ici la tenue du conseil de discipline qui était imposée par une disposition de la convention collective applicable, dans ce cas, la Cour de casse dit, vous, employeur, vous devez saisir l'inspection du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement. Vous ne pouvez pas dire, finalement, l'entretien légal s'est tenu antérieurement à la tenue du conseil de discipline, donc moi, je n'avais pas lieu d'en tenir compte et à demander l'autorisation. Eh bien non, c'est retoqué ici, donc l'irrégularité est retenue. Et dans notre affaire, je précise effectivement, la Cour d'appel souligne que l'employeur avait été informé quelques jours avant la tenue du conseil de discipline par un courrier de la préfecture de la désignation du salarié comme conseiller. Donc, elle ne peut même pas s'affranchir du fait que c'est au salarié de communiquer cette information, puisque là, de fait, c'est la préfecture qui l'informait de cette désignation. Et à partir du moment où le salarié est en capacité de justifier de la réception de ce courrier, alors l'employeur est tenu effectivement d'organiser, de solliciter l'administration et ne peut pas se couvrir en disant c'est au salarié de rapporter la preuve que j'avais cette information et encore plus de dire finalement c'est que dans le cadre de l'entretien légal que moi employeur je dois détenir cette information. C'est bien plus large que ça. Donc soyons vigilants.
Et forcément, je vous invite à solliciter l'autorisation de l'administration lorsque cela est nécessaire. Voilà pour ce dernier arrêt. Eh ben top, Coralie, il est 12h15, on est pile poil dans les temps, c'est fabuleux. J'en profite, du coup, on a calé le prochain webinar pour 2025 qui se déroulera le 23 janvier 2025 à 13h30. Je vous envoie maintenant ici même dans le chat le lien pour vous inscrire. En attendant, vous recevrez toujours l'actualité sociale le vendredi, les 2 prochaines semaines. On fait une petite pause pendant les vacances de Noël parce que, comme vous le savez, il se passe pas grand-chose entre Noël et le jour de l'an. Et on se revoit en janvier. Voilà. Et je vois que Fabrice a fait sa petite instant promo. Vas-y, Voilà. Fabrice. Alors, je vous rappelle qu'il y a une plateforme d'abonnement qui vous permet, je viens de mettre le lien, d'aller évaluer le coût d'un abonnement au cabinet pour votre entreprise, en fonction notamment de votre effectif, de votre secteur d'activité, etc. Au bout de quelques questions, vous avez une évaluation. Vous pouvez demander à ce qu'on vous contacte. Ou même si, puisque vous nous connaissez par caméra interposée, vous souhaitez souscrire directement, vous pouvez le faire et on en sera informé. On vous contactera évidemment pour mettre en œuvre cet abonnement de manière pratique, opérationnelle. Donc, si vous voulez avoir un support du cabinet Capstan, n'hésitez pas. Et je terminerai, Géraldine, si tu le permets, puisqu'on est quand même dans le sud, nous, ce n'est pas le cas de tous ceux qui nous regardent, par souhaiter à tout le monde un bon boudin. Et ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, ils chercheront. Ça s'écrit bon bout B-O-U-T dans D''A-N. Je précise quand même parce que pour pas que Voilà. voilà. On va avoir d'autres expressions là qui vont tomber dans le chat. C'est ça. On attend, on va rigoler 2 minutes. Merci à tous et puis on vous souhaite un bon boudin, une bonne fin d'année. Et puis on se revoit en vrai en janvier et pour le prochain webinaire et sinon en virtuel pour l'actu sociale le vendredi. Bon appétit à tous. Au revoir. Au revoir.